Bonjour tout le monde, merci de votre présence pour ce dernier Apure Labo de l'année, qui est en fait le dernier d'une petite série pour l'instant, puisqu'il s'agissait de 3. Peut-être pour rappeler, donc l'Apure, avec beaucoup de partenaires, a mis en place, suite à la crise Covid, un observatoire de l'économie parisienne, ce qui curieusement n'existait pas jusqu'à présent. Donc, dans le cadre de ce labo, on a jugé utile d'avoir un volet prospectif. Donc, bien évidemment qu'un volet prospectif, on ne le fait pas entre nous à l'intérieur de nos bureaux. Donc, on a pour ça sollicité plusieurs contributeurs auxquels on a demandé évidemment une petite contribution écrite qui sera mise en ligne à la suite là, de la séance de ce matin et auxquels on a demandé aussi de participer à cette séquence qu'on a appelée la Pure Labo. Donc, on a eu une séquence sur les enjeux de formation à destination des demandeurs d'emploi avec Éléonore Richard. On a eu une séquence avec Thomas Aguilera et Tom Chevalier sur l'évolution des inégalités. Et puis maintenant, nous avons celle sur la question du bureau. Et bien évidemment, quand on parle du bureau, on ne peut pas ne pas évoquer la personnalité d'Ingrid Napichoulet, qui de fait s'est beaucoup exprimée sur le sujet, a engagé un gros travail, un peu à contre-courant de ce qui était dit par les uns et les autres. Et donc, pour avancer et creuser ce sujet qui est important, hein, c'est 40 millions de mètres carrés dans la métropole du Grand Paris. On voit que c'est un quart des mètres carrés prévus dans les 5 années à venir. On voit l'agrément là qui vient d'être reconfiguré et dans lequel on ne saisit pas exactement la position au regard de cette production de bureaux, l'agrément préfectoral. On voit ICAD qui vient de créer une foncière qui s'appelle Afterwork, etc., etc. Donc, on a une actualité très riche sur ces sujets. Et donc, aux côtés d'Ingrid qui va nous présenter un peu son travail très approfondi, nous aurons ensuite un échange avec Camille Picard, qui est directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Val d'Oise à la Caisse des dépôts et consignations, et puis Thierry Felvet, directeur général adjoint de Paris La Défense, donc deux typologies de bureaux extrêmement différentes les unes des autres, et bien sûr Nicolas Bouillant, adjoint à la direction de l'attractivité et de l'emploi de la DAE. Je me présente quand même très rapidement, même si apparemment, voilà, vous me connaissez. Donc moi, ça fait en effet depuis 1987, première année de mon doctorat, que je travaille sur le bureau, et notamment le bureau parisien. Donc je suis par ailleurs titulaire de la chaire immobilier développement durable à l'ESSEC et également de la nouvelle chaire de recherche, enfin nouvelle, elle a 4 ans maintenant, dédiée aux espaces de travail et au workplace management. Alors très rapidement, donc on passe à la slide suivante sur l'introduction, comment j'organise ça. Donc, j'ai à peu près une vingtaine de minutes. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre très rapidement les points forts de cette étude qui m'a été demandée par Dominique, que je remercie, et que j'ai livré en juin 2021. Donc, entre-temps, il y a eu 6 mois. C'est pas anodin parce que les choses sont en train d'évoluer et on pourra peut-être les recontextualiser. L'idée étant de voir quel sera le bureau de demain, étant donné la crise sanitaire, le contexte étant bien sûr celui de la crise sanitaire, celui d'une crise où on va avoir d'abord un télétravail qui a été subi, puis qui devient choisi. Et dans ce cadre de télétravail choisi, eh bien, on a bien sûr des solutions, en tout cas pour Paris. Et je rappelle également que le terrain d'études, c'était bien Paris Intramuros, où le terrain d'études, étant donné que c'est une ville-monde, que c'est une ville où les loyers sont parmi les plus chers en Europe continentale en tout cas, où bien évidemment dans un contexte où le poste de travail représente le deuxième poste de dépense des entreprises, les entreprises réfléchissent et face au télétravail qui est apparu, je rappelle simplement qu'au départ c'était simplement même pas 18% de la population qui était de salariés de bureaux qui étaient en télétravail avant la crise sanitaire. Eh bien les entreprises ont appliqué le flex qui ne concernait que quelques-unes d'entre elles au départ et qui donc passe au travail hybride. Donc voilà le contexte. Également le contexte est d'un Paris qui est devenu la capitale du coworking et du corpo-working. Le coworking, on voit bien ce que c'est, ce sont des espaces collaboratifs. Le corpo-working, c'est encore différent. Ce sont toujours dans ces mêmes espaces collaboratifs la réunion de salariés d'une même entreprise. Donc en fait, ce sont des espaces privatisés au sein de ces espaces collaboratifs
et ça devient très important et ça joue bien sûr sur l'évolution du bureau. Et avec un impact, avec un focus très particulier sur le monde de la banque et de l'assurance, parce que depuis quelques années déjà, depuis une bonne dizaine d'années, on voit que les agences bancaires se ferment et qu'il y a donc une libération d'espace en pied d'immeuble. Donc, on m'a demandé de travailler sur ça. Et bien sûr, sur le bureau post-Covid. Alors, on y va tout de suite avec un rappel. Donc, next, voilà. Le contexte de l'étude, voilà. Et donc, comment anticiper dans l'esprit de la ville du quart d'heure et d'une ville davantage mixte, comment anticiper dans cet urbanisme de transformation l'immobilier de bureau. Alors, on passe à la slide suivante. Avec un rappel d'abord de ça représente quoi. Donc là, très clairement, vous voyez en bleu les chiffres à prendre en compte. C'est que en regardant au niveau de la géographie, donc en région Île-de-France, c'est presque 3 millions d'emplois qui sont des emplois de bureaux, soit pratiquement la moitié de la population des emplois en région Île-de-France sont dans des bureaux, contre un tiers en province. Donc on voit déjà que la région Île-de-France, on le savait déjà, c'est un marché très polarisé et que la région Île-de-France est déjà très tertiaire, du tertiaire supérieur. Si maintenant on zoome sur la métropole du Grand Paris, on voit qu'on monte à 54% de l'emploi de bureau, comparativement pour les autres grandes métropoles de bureaux, Bordeaux, Lyon, Lille, Lyon, Marseille ou Toulouse. Je cite ces 5-là parce que, bien évidemment, je vais aussi présenter, au regard des résultats de l'enquête Mon bureau post-confinement, la 3e édition que nous avions réalisée en avril dernier, donc 2 mois avant la présentation de cette étude, et qui portait justement sur la façon dont le bureau était rêvé, ou en tout cas les attentes des utilisateurs de bureaux suite à 6 mois de confinement, et qui font suite également à 2 autres précédentes études depuis 1 an et demi. Donc, quand on revient sur la métropole du Grand Paris, on a maintenant pratiquement plus de 2 millions d'emplois de bureaux, donc 92% sont des salariés, et rien que cette métropole accueille un quart des bureaux de la France métropolitaine. Donc, je ne vais pas lire toutes mes slides, mais pour vous dire qu'on est vraiment sur un sujet important, et notamment si on zoome sur Paris, on a 2 millions d'emplois en général, et pratiquement la moitié, 960 000 emplois sont des emplois de bureau. Pour un parc qui est celui de la région Île-de-France, vous le savez bien, 55 millions de bureaux, qui est énorme, qui est équivalent avec celui de Londres, qui fait que Paris est une ville-monde dans le sens de Saskia Sassen, et la seule ville-monde en Europe continentale, donc c'est important de le rappeler. Et bien évidemment, rien que dans Paris, 17 millions de mètres carrés, c'est quand même bien énorme. Et donc, l'idée, c'est de voir comment ce parc évolue. Alors, on va passer à la slide suivante, qui montre également qu'avec la crise Covid, on a eu des indicateurs qui estimaient qu'il y avait une perte d'activité qui serait de plus d'un tiers en France, qui serait un peu plus importante, notamment dans les métropoles du Grand Paris. Vous voyez ici 37,2%. Je ne sais pas en fait si ma souris, vous voyez ma souris, mais je ne crois pas, puisque c'est l'écran de Juliette. On voit également que Paris est largement impacté par cette crise sanitaire, qui est d'abord une crise aussi des espaces de bureaux, puisque bien évidemment, les emplois sont fortement tertiarisés, et notamment dans 5 secteurs d'activité qui sont presque surreprésentés, qui sont les activités de l'information, de la communication, des activités scientifiques et techniques telles que, par exemple, les professions des avocats ou des experts comptables, et bien sûr, celles de la finance et des assurances, et c'est pour ça qu'on a fait un focus là-dessus. Donc, rien que ces 5 secteurs cumulent 44%, donc près de la moitié des emplois de bureau de la capitale et de la métropole. Bon, donc évidemment, il y a eu énormément de choses qui ont été écrites. Moi, je me souviens qu'à l'époque, on disait le bureau est mort, on n'ira plus au bureau. L'IEIF a parlé à l'époque également d'une baisse de 3,3 millions de mètres carrés de bureaux, sachant que si on n'occupe plus les espaces de bureaux, et notamment parce qu'on y reviendrait à une moindre fréquence, on pouvait donc s'attendre à avoir une réduction non pas du parc, bien évidemment, mais des espaces occupés.
Alors, on continue également sur la slide suivante, qui est notamment un focus sur le QCA, puisque, comme vous le voyez, il représente quand même 42%, donc à la louche pratiquement la moitié du parc de bureaux de Paris Intramuros, et alors que ce n'est que 18% des superficies. Donc c'est un parc historique qui est constitué essentiellement d'immeubles haussmanniens, c'est le Paris cristallisé, donc qui est des petites surfaces, et un quart seulement sont des grandes opérations. Alors ces petites surfaces, c'est intéressant de le signaler parce que généralement, ce ne sont pas les très grandes entreprises qui y sont plutôt des TPE ou des cabinets d'avocats, des cabinets de services spécialisés aux grandes entreprises. Alors, qu'est-ce qui marque par rapport à ce quartier central des affaires, et je m'étais beaucoup prononcée à l'époque, c'est que contrairement au reste de la région qui avait subi quand même de plein fouet la crise sanitaire, mais tout est relatif parce que évidemment on ne va pas avoir des prises à bail alors qu'on est tous confinés, donc l'idée c'était quand même d'avoir une perspective à court terme voire à moyen terme, mais évidemment les prises à bail ont diminué alors que les stocks étaient livrés pour les construction neuve, donc en périphérie urbaine, les taux de vacances sont montés, mais à Paris, le taux de vacances, il est légèrement monté, mais il restait de toute façon extrêmement faible, et même voire alarmant. Alors on n'est pas dans le cas de Berlin où on est à pratiquement 0%, où il faut attendre des années avant de trouver un immeuble, mais là on est quand même une vacance en moyenne de 2%, qui avait largement baissé avant la crise, qui était à 1,4, qui est monté en 2020 à 2,4, mais qui de toute façon reste en deçà du taux de vacances dit naturel, ce taux de vacances d'équilibre, qui en fait s'inspire du taux de chômage naturel et qui permet d'anticiper le cycle des loyers. Donc tant que le taux de vacances observé est inférieur à ce taux de vacances naturel, bien évidemment les loyers sont en hausse, et c'est bien ça le problème dans Paris, c'est que les loyers sont continuellement en hausse, même pendant la crise actuelle qui se poursuit. Et par ailleurs, alimenté par une pénurie d'offres qui, elle aussi, est structurelle puisqu'elle est liée à une grande vague depuis une dizaine d'années d'espaces de coworking qui ont été pris qui ont été offerts par des prestataires de coworking, on ne va pas les citer, mais qui ont pris à bail sur des durées fermes de 12 ans, dans des conditions assez agressives, tous les espaces locatifs, et qui aujourd'hui font que dans la capitale, il y a pratiquement plus d'offres locatives classiques et traditionnelles. Et donc, ont engendré une augmentation des loyers. On continue peut-être sur l'autre slide. Donc, par ailleurs, concernant le marché de l'investissement, très rapidement aussi, il n'a jamais été aussi fort et demandé, puisqu'on est sur une ville-monde, que les investisseurs internationaux, on a toujours, depuis le Brexit, une position phare des investisseurs étrangers, notamment des fonds d'investissement, qui sont présents. On voit bien que les investissements directs en France sont en explosion. C'est lié bien sûr au volume de l'épargne qui n'a jamais été aussi important et qui cherche à se placer notamment dans l'immobilier valeur refuge, alors que les places financières sont quand même instables. Donc, on a une très forte demande, et notamment d'investisseurs prudentiels qui cherchent à investir ce qu'on appelle les investisseurs core, dans des situations core, qui sont notamment celles du QCA et de Paris Intramuros. Donc là, on a vraiment un problème, je dirais, un terrain, c'est qu'on a une très forte demande d'actifs qui sont inexistants et dont les surfaces ont été prises à bail par des prestataires de coworking depuis une dizaine d'années. Voilà le contexte que je peux apporter. Et donc, on va passer à la slide suivante. Donc, Paris est devenue la capitale du coworking. Là, les chiffres le marquent, sont intéressants. L'Île-de-France, déjà, c'est les 2/3 du marché du coworking. Et Paris, à elle seule, c'est 80% des transactions et des prises à bail, comme je vous le disais. Et au sein du QCA, c'est pratiquement, rien que en 2019, donc avant la pandémie, le tiers de l'offre disponible. Et un exemple pour WeWork, vous voyez que sur ces 18 établissements, 11 sont dans le QCA. Donc, je pense qu'il y a quand même, à un moment donné, il faut peut-être simplement tirer le signal d'alarme, parce qu'on a là une position pratiquement monopolistique qui, bien sûr, engendre potentiellement des déséquilibres. Alors, bien sûr, la première chose qui a été, on peut passer à la slide suivante, c'est qu'avec la pandémie et ce coworking qui repose sur une économie dite de partage, le premier réflexe des personnes, des occupants, c'est de dire on ne partage
plus rien, et notamment pas les espaces de travail. Donc, ces providers d'espaces de coworking ont vu leurs espaces complètement vides. Donc, ça a attiré d'un premier temps les réflexions. Aujourd'hui, certains, bien sûr, sont occupés et on voit une sorte de vague spéculative, dans le sens spéculatif, non pas qui fait monter les valeurs, mais en tout cas où il y a une surenchère de demandes d'espaces de coworking parce qu'on anticipe que de toute façon, les entreprises prendront des espaces de coworking dans ces conditions. Donc, ce que je vais vous expliquer après, c'est que c'est pas non plus ce qu'on voit dans la réalité. On voit que beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent plutôt des espaces de corpo working qu'elles vont même mettre au sein de leurs propres établissements. Donc, ça, c'est un phénomène nouveau qu'on observe depuis juin 2021. Donc, je ne pouvais pas le décrire en juin 2021, mais qu'on observe depuis quelques semaines et au plus tard quelques mois. Le focus maintenant sur le monde de la banque et de l'assurance. Là également, l'idée c'était de dire, bon, on voit un nombre d'agences bancaires qui se ferment. Est-ce que justement il n'y a pas une opportunité pour retransformer des espaces de bureau dans d'autres type d'espace, bien évidemment. Mais là aussi, je voulais expliquer que cette baisse des espaces et notamment cette hausse des fermetures d'agences n'a rien à voir avec la crise et la mise en place du télétravail. Elle est vraiment liée à un phénomène sociologique de consommer différemment les services bancaires et notamment lié à un phénomène de génération qui ne se rend plus dans les agents bancaires, comme qui ne regarde plus, j'ai écouté une émission dernièrement, qui ne regarde plus la télévision, etc. Donc, des nouveaux comportements de consommation et donc, bien évidemment, les agences bancaires sont concernées. On passe à la slide suivante et bien sûr de relativiser ceci avec le reste de l'Europe où le mouvement est beaucoup plus important. Alors, on voit bien là, par rapport à ce document-là, donc la source, c'est l'Observatoire, l'ORGB, que depuis 2014, ce mouvement s'est accéléré et n'a rien donc à voir avec la pandémie. Donc, on voit bien un effet ciseau entre les ouvertures et les fermetures d'agences. On continue parce que c'est pas là l'essentiel en fait. Donc, on voit bien aussi que même si ces agences se ferment, ce sont des agences commerciales, ce ne sont pas des emplois de bureau principalement. Bien sûr, ce sont des emplois de bureau, mais c'est pas ce qu'on entend vraiment par emploi de bureau dans un siège. On voit qu'au contraire, depuis une quinzaine d'années, les principales banques françaises et compagnies d'assurance se sont recentrées sur Paris. C'est le cas également d'Allianz, que je n'ai pas mentionné, mais vers des paquebots, on connaît bien sûr celui des Grands Moulins de Pantin, mais également celui d'Evergreen, les Tours du Haut, et un nouveau cluster qui est celui de Clichy-Batignolles. Donc, tout montre au contraire qu'il y a un besoin de se recentrer vers Paris, intramuros, et que les immeubles de bureaux, ils restent bien présents et ils sont bien occupés. Ils sont occupés différemment, mais ils sont toujours là. Le bureau n'a pas disparu. On passe peut-être au slide suivant sur le bureau, justement, post-confinement. Donc là, comme je le vous disais, je me suis inspirée de l'enquête Mon bureau post-confinement du numéro 3, avec un focus en particulier qui n'était pas publié sur Paris intramuros et sur la métropole du Grand Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette enquête ? D'abord, donc c'est une enquête, je vous le rappelle, qui a été menée en avril et mai 2021 avec l'idée qu'on retournait au bureau et on demandait donc aux usagers de bureau quelles étaient leurs attentes par rapport aux 6 mois de confinement et donc depuis l'enquête numéro 2. Un autre contexte également, il faut bien retenir que c'est une enquête qui est menée auprès des usagers de bureaux, quels qu'ils soient. On avait des fonctionnaires, on avait des salariés de grandes entreprises, de TPE, etc. On avait également des auto-entrepreneurs. Et l'intérêt de cette enquête, par rapport aux enquêtes existantes, c'est qu'on n'a pas interrogé les directeurs immobiliers, on n'a pas interrogé les dirigeants d'entreprise, les cadres supérieurs, on a interrogé les usagers de bureaux. Et en faisant des tris et on a retenu que ceux qui étaient statistiquement bien sûr significatifs, pour voir s'il y avait un effet générationnel, pour voir s'il y avait un effet éventuellement lié au sexe, pour voir s'il y avait un effet lié à la taille du logement. Je vous cite les effets qui existent bien sûr, et surtout un effet lié pour ceux qui sont salariés d'entreprise l'école blanc. Et l'école bleue, on va dire plutôt du tertiaire, c'est-à-dire les CSP+, et les CSP-. Et là, on s'est aperçu, bien évidemment, en tout cas pour nous, parce qu'on avait cette idée, on avait cette hypothèse qu'on a testée, eh bien qu'il y avait des effets très sensibles selon les générations et surtout selon les CSP. Alors, concernant déjà tout le monde, là, très clairement, l'espace souhaité, c'est surtout pas un espace non attribué. Et là, ça attire quand même l'attention, c'est qu'aujourd'hui, et de ce qu'on peut voir également dans des réunions de travail que j'ai, le flex, il est vraiment pas souhaité par les usagers. Il est
imposée par les entreprises parce que c'est une équation financière indispensable, notamment dans une ville-monde où les loyers sont très élevés, et d'où l'importance de bien comprendre pourquoi les loyers sont élevés et de bien comprendre la structure du marché que j'ai évoquée tout à l'heure. Le flex, il est vraiment pas apprécié. Alors, il est apprécié davantage des cadres que des usagers et des employés. Encore une fois, dans les emplois de bureau, il n'y a pas que des cadres. Donc, ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir les autres, et notamment ces usagers et leur productivité du travail qui est associée. Et une productivité, mais là, je ne l'ai pas expliqué, mais qu'on voit aujourd'hui qui est en baisse, qu'on voit dans les travaux statistiques internationaux, la productivité du travail baisse, notamment liée au télétravail, liée à ces espaces, et qui est à prendre en compte, parce qu'entre l'équation financière où ça coûte moins cher et l'équation à long terme où on verra comment on pourra s'en sortir, être compétitif au niveau des emplois tertiaires, notamment dans une ville-monde, la question est selon moi là. Concernant les employés, donc les CSP, on va dire pas plus, par rapport aux cadres dirigeants et les cadres, les managers, sont les plus isolés et qui sont les moins autonomes, qui manifestent le plus le souhait de retrouver un espace de travail délimité et attitré. Et d'ailleurs, on le voit, certaines entreprises que je ne peux pas citer sont passées en flex, mais par contre, ont permis aux assistantes, à ces employés d'avoir un poste de travail attribué. Donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a une réflexion. Depuis 6 mois, depuis juin 2021, il y a une réflexion qui est menée. On continue sur la slide suivante. Donc ça, c'est l'enquête que je vous invite à regarder télécharger sur le site de la Share Workplace. Voilà. Donc on voit bien également sur ce graphique que vous retrouverez dans l'étude que entre les 3 enquêtes menées en l'espace d'1 an, on voit bien que il y a une volonté davantage d'avoir un bureau fermé, individuel ou en tout cas collectif mais attribué, et beaucoup moins l'espace des espaces de flex office. En tout cas, ça reste toujours très très faible, autour de 5 à 6%. On continue sur les dernières slides. Donc, le souhait du télétravail chute également. Il était d'1/4 aux précédentes enquêtes, il est aujourd'hui de 10%. Nous sommes en train de mener notre enquête, de finaliser notre enquête qu'on va administrer en janvier, mon bureau post-confinement 4, pour voir quel est justement le retour de ces 3 mois de retour au bureau, à la fois dans des postes de travail hybrides pour la plupart. Alors, le bureau n'est pas mort non plus, parce qu'on le voit dans la répartition du temps idéal. La plupart veulent au moins la moitié de la semaine, voire 3 jours par semaine, maintenant on le sait, être au bureau. Le travail à la maison, 37%, et le tiers-lieu, 6%. Alors, je pense que toute la discussion va aujourd'hui porter sur le tiers-lieu. Parce qu'on voit bien que le coworking, donc qui sont des espaces de tiers-lieu en général, c'est davantage chez les jeunes générations que les générations plus âgées. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont besoin de cette sérendipité qu'on a offert dans ces espaces de coworking, c'est-à-dire l'occasion de se faire un réseau. Le télétravail est très mal vécu, notamment par les jeunes. Alors une journée, oui, parce que ça permet de faire plein de choses, et ils sont une population qui est habituée à faire multitâches, à la fois à regarder plusieurs écrans à la fois. Donc ça, c'est pas un problème. Mais le souci, c'est vraiment de ne pas faire que du télétravail, de faire le moins possible et de se faire un réseau professionnel. Par contre, les plus âgés, ils ont leur réseau professionnel, donc ils sont pas à ce niveau-là d'attente. Et ce qu'ils souhaitent, et ils ont également des logements de grande taille qui leur permettent de télétravailler ou de le vivre beaucoup mieux. Alors, on termine sur l'autre slide. Sur ces tiers-lieux. Là, je pense que justement, il y a une discussion à mener, voire peut-être une étude à mener par la suite là-dessus. Parce qu'on voit bien que Paris est devenue la capitale du coworking, avec la course à labellisation French Tech, avec la course à l'innovation et toujours cette compétition au départ entre Londres et Paris, que j'ai expliqué dans une masterclass, qui est historique, on va dire. Je pense qu'aujourd'hui, selon moi, on a trop d'espaces de coworking, si bien qu'une partie de ces prestataires les convertissent en espaces de corpo working. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que les entreprises souhaitent retourner au bureau et souhaitent le retour dans la capitale. Contrairement à ce qu'on avait dit, les entreprises ne sont pas parties de la capitale. Les petites entreprises sont peut-être parties de la capitale, mais la plupart des entreprises ont attendu
n'ont pas pris à bail et ont surtout sous-loué. Et on a donc un effet également qui peut être pervers, c'est le marché de la sous-location qui a explosé, qui est un marché plutôt opaque, qui est très peu pris en compte par Immostat, qui vient troubler les interprétations des données cruciales comme celui de la vacance ou du stock disponible, ou même du take-up, et que actuellement, même si ce coworking séduit davantage les CSP plus que les CSP moins, évidemment, on voit bien que la question du télétravail et du travail hybride pose la question de ce qu'on va faire au bureau. Et notamment la question de ce qu'on fait chez soi. Ce qu'on voit poindre maintenant, je dirais pour 2022, c'est non plus le home, parce que dans le télétravail en France, on a à la fois home working et on a le téléworking, c'est-à-dire dans des lieux tiers qui ne sont pas le domicile. Et là, il y a tout un marché qui se prépare avec une offensive toujours très forte de prise à bail au cas où ça se développerait dans la capitale. Mais on voit aussi que des entreprises ne souhaitent pas aller sur ces secteurs-là et souhaitent elles-mêmes offrir au sein de leurs propres établissements, pour les plus grands qui sont dispersés sur tout le territoire, voire parfois dans la région, pour justement faire en sorte, pour des raisons de cybersécurité et pour d'autres raisons également, de privilégier ces espaces de corpo-working privés dans les entreprises que des espaces fournis par le marché. Et ça, c'est très important parce qu'on voit aujourd'hui un développement pléthorique de ces espaces. Vous avez tout à l'heure cité de nouvelles sociétés ou de nouvelles foncières qui créent ces espaces de coworking, mais il faut bien voir également que la demande des usagers, elle ne se pose pas là. Elle se pose aujourd'hui, il y a une grande réflexion sur la cybersécurité, elle se pose aujourd'hui sur ces espaces en interne chez elle. Donc là, je pense qu'il y a un élément à prendre en compte pour la suite. On termine peut-être la dernière slide. Concernant le cas des Franciliens et des Parisiens, eh bien là aussi, on voit que contrairement aux idées reçues, alors quand je dis des Franciliens et des Parisiens, c'est les salariés, c'est pas ceux qui habitent Paris, ce sont les salariés franciliens et les salariés parisiens, comparativement à ceux qu'on avait étudiés dans les autres grandes métropoles et les grands marchés de bureaux. Là également, on voit que 50% des Franciliens ont plutôt bien vécu le confinement et 20%, donc vous voyez le taux pour ceux qui l'ont mal vécu diminue quand on regarde vraiment focus sur Paris. Et les Parisiens sont les plus impatients que les salariés franciliens à retrouver leur bureau. Et notamment également quand on regarde le QCA et la Défense. Ils sont plus impatients encore de retrouver leur bureau que d'aller dans des espaces de coworking, que d'aller dans des espaces, que de travailler chez eux. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte, parce qu'on a dit il va y avoir une fuite des ménages. Alors nous, on n'a pas parlé de ménages. Si on regarde vraiment les employés, les salariés, ceux qui travaillent dans le QCA, sont impatients de retourner dans le QCA. Et aujourd'hui, on mène des enquêtes qualitatives, des micro-trottoirs. Qu'est-ce qu'on voit également? C'est parce que justement, au sein de ces quartiers, il y a une ville, il y a une mixité des fonctions, parce que historiquement, il y a des activités autres. Idem à la Défense. Donc là, je pense qu'il y a également un élément de réflexion à avoir. On continue, je pense que c'est la dernière slide même. Voilà, donc le télétravail également, moins pour ceux qui sont dans Paris, ceux qui travaillent à Paris, pardon. Et donc, et pour cela, ils sont au contraire plus intéressés pour aller travailler éventuellement dans un tiers-lieu proche de chez eux, c'est-à-dire à la fois aller au bureau, mais également aller peut-être dans un tiers-lieu, mais encore moins chez eux, parce que là où on voit, on n'a pas pu tout mettre, mais qu'il y a un effet taille du logement qui est extrêmement important. Et hier encore, j'étais en Zoom avec une spécialiste du bureau de Montréal qui disait que le télétravail était plutôt très intéressant chez eux au détriment des tiers-lieux, parce que les logements sont très grands à Montréal et que c'est pas du tout le cas, bien sûr, à Paris ou dans la petite couronne parisienne. Voilà de ce que je peux dire. Je pense que je suis sur la dernière slide. C'est bien ça, Juliette? Voilà, donc retrouvez tous les points. Alors, nous n'avons pas fait de compresse, mais on a publié sur le site de Conversation que vous connaissez certainement. Et je vous invite également à regarder et à télécharger le cahier de la chaire immobilier qui portait également sur tous les quartiers d'affaires et les bureaux dans la ville post-Covid. Et d'ailleurs, on avait un entretien d'Emmanuel Grégoire à ce sujet qu'on a présenté au MIPIM il y a 3 mois. Et bien sûr, tous les sites internet de la chaire. Merci beaucoup, c'est absolument passionnant de t'entendre. Alors, je vais peut-être tout de suite passer la parole à Camille Picard, donc je la représente pour ceux qui ne sont pas connectés, quand je l'ai dit, donc directrice territoriale Seine-Saint-Denis et Val d'Oise à la Caisse des dépôts et consignations. Et je vais dire, alors la Seine-Saint-Denis, c'est juste le tiers-lieu pour les bureaux?
Bonne question. Alors, avant de venir au tiers-lieu, Dominique, et merci de m'avoir invitée, moi, je ferais trois remarques, trois observations en fait qu'on peut constater effectivement sur la Seine-Saint-Denis. Une première chose, c'est qu'on était un peu comme à Paris devant un volume très important programmé de bureaux à construire. On avait fait, nous, le point au moment où on a répondu à la consultation sur les JO. Et si on avait additionné la totalité des mètres carrés prévus, programmés en bureaux sur ce secteur-là, il aurait été hors de question de candidater au projet du village olympique, étant donné la quantité astronomique, plus de 200 000 mètres carrés prévus sur ce secteur-là. La nouvelle municipalité sur Plaine Commune a mis un stop d'ailleurs et souhaite aujourd'hui réduire le volume de bureaux. Donc on voit que il peut y avoir un effet, et un effet très compréhensible d'ailleurs sur les zones d'aménagement, où on équilibre un bilan d'aménagement en prévoyant des charges foncières de bureaux. C'est quand même toujours une façon et de répondre à l'enjeu de la mixité et de répondre à un enjeu d'équilibre des bilans d'aménagement. Si ce n'est que la question qui se pose en Seine-Saint-Denis, et ça c'est un phénomène bien connu depuis la construction de la plaine Saint-Denis, c'est la décorrélation entre les emplois créés et les emplois occupés par les habitants du territoire. Et ça, c'est un enjeu très fort pour des élus qui, certes, se sont réjouis de l'installation, bien sûr, des bureaux sur la plaine Saint-Denis, mais espèrent passer une autre étape aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on constate, une réflexion forte des élus qui n'est plus d'attirer du bureau, mais d'attirer du bureau qui puisse servir des types d'emplois pour les habitants de leur territoire. Il y a un autre phénomène qui est très marquant, et c'est pour ça aussi que j'ai mis ce fond d'écran. On voit la tour de la Villette à la porte de Pantin derrière moi. C'est une photo qui a été prise le long du canal Saint-Denis à Aubervilliers. Il y a un phénomène très marquant sur des territoires où il n'y a pas d'opération d'aménagement. C'est un phénomène d'obsolescence de l'immobilier de bureau, justement parce qu'on programme beaucoup de nouvel immobilier, parce que les grands donneurs d'ordre ont des envies de campus. C'est quand même le terme très à la mode aujourd'hui sur l'immobilier de bureau. Et disons qu'en Seine-Saint-Denis, on a la place, et c'est sans doute l'argument, c'est le cas en Seine-Saint-Denis, mais c'est le cas aussi en Val-de-Marne, l'argument pour une entreprise d'aller s'installer en dehors du périphérique, c'est d'avoir plus d'espace, plus de services, un phénomène campus. Et ce phénomène campus, moi, ce que je constate au quotidien, c'est qu'il crée aussi les friches, il crée les friches tertiaires. Et l'image derrière de la tour de la Villette, elle est très symptomatique parce qu'aujourd'hui, des tours vides autour de Paris, il y en a beaucoup. On constate que c'est souvent des investisseurs étrangers qui s'y intéressent. Donc, ce n'est pas le marché, on va dire, franco-français de l'investissement immobilier. Et que ces tours, elles sont très difficiles techniquement à reconvertir. Personne n'a trop envie d'y faire du logement. Elles n'ont pas toujours les bonnes hauteurs sous plafond pour y refaire du bureau. Difficile d'imaginer des tours d'hôtel en quantité. Et donc, on a un phénomène, je trouve, très inquiétant d'obsolescence du tertiaire, parfois de tertiaire beaucoup plus récent, autour de Saint-Denis-Pleyel. On va avoir ce phénomène-là parce qu'on construit du neuf et parce que les entreprises vont s'installer ailleurs. Et ça, je pense que ça doit vraiment nous interroger sur ce cycle-là, parce que qu'est-ce qu'on va faire des carcasses d'hier? Et enfin, pour répondre à ta question, Dominique, sur la question des tiers-lieux, effectivement, c'est un vrai phénomène d'attrait, sans doute, pour la Seine-Saint-Denis. Après, dans tiers-lieux, on met à boire et à manger. Et ce qui est intéressant, c'est les tiers-lieux qui viennent du territoire, qui sont justement parce qu'en Seine-Saint-Denis, la création d'emplois, elle passe par les auto-entrepreneurs, elle passe par l'économie sociale et solidaire énormément. Et donc, ce sont des lieux qui sont très adaptés à ce type d'entreprise. Et à l'inverse, on voit justement, ça fait le lien avec les campus que je décrivais, on voit que les campus, ils cherchent aussi à capter cette forme d'énergie. Et aujourd'hui, on voit émerger des projets de campus de bureaux assez classiques, de gros projets de 70 000 m², avec un tiers-lieu au milieu qui ferait fonction à la fois de RIE un peu ouvert, de faire venir d'autres populations, etc. Et c'est intéressant parce que c'est aussi à quelle échelle on travaille. Est-ce qu'on fait des campus fermés? Est-ce qu'on fait des campus ouverts? Et comment est-ce qu'en fait,
on réussit à inclure les populations et les énergies d'un territoire comme celui de la Seine-Saint-Denis dans ce développement tertiaire. Donc je dirais que c'est vraiment le principal défi à relever aujourd'hui pour l'ensemble de la profession sur la Seine-Saint-Denis, de réussir à ne pas décorréler et à ne pas s'installer de façon totalement hors sol sur ce territoire qui a beaucoup de qualités géographiques et beaucoup de qualités sociales. Merci Camille. J'avoue que ce que tu dis, si on voit bien ce que ça peut dire pour l'avenir, pour spécifier les choses, on voit pas très bien comment ça peut régler le problème de la vacance et de l'obsolescence de ce qui est déjà là. Ah non, c'était juste un constat. C'était un constat. Je ne prétendais pas régler la question de l'obsolescence. Je pense que pour régler la question de l'obsolescence, il faudrait effectivement qu'on traite ce sujet collectivement. Je pense qu'il y a un enjeu extrêmement fort sur ces bâtiments tertiaires de mieux se réinterroger sur la façon dont on est en capacité de les réutiliser. Mais je pense que c'est un phénomène qu'on constate aussi à Paris. Quand un bâtiment devient obsolète, on n'est pas capable, et je ne crois pas qu'on sera plus capable demain de faire des travaux en site occupé. Donc l'utilisateur s'en va, l'utilisateur va chercher sans doute du neuf et on laisse un bâtiment à la rénovation qui, si c'est bien fait, va attirer un nouvel utilisateur. Mais il y a quand même un phénomène en termes de volume et de stock qui a de quoi inquiéter sur le tertiaire. Je me permets juste de réagir et je pourrais passer la parole à Thierry Favre. Je vous propose après qu'Ingrid, tu puisses réagir peut-être après les 3 intervenants si ça ne t'ennuie pas. Ce que je voulais simplement, ce que j'entends et ce que j'avais envie de dire pour lancer Thierry, qui est donc directeur général adjoint de Paris La Défense, mais qui connaît aussi très très bien, vu ses fonctions précédentes, le territoire métropolitain et francilien dans d'autres aspects. On avait il y a 20 ans l'idée que on construisait partout le même bureau et c'était juste la valeur locative qui faisait la différence et donc les entreprises s'installaient non pas au regard en fait de la qualité du bureau qui était un peu la même partout, mais du prix du loyer. Et ce qu'on voit arriver là avec ce que raconte Camille et ce qu'a décrit Ingrid, c'est qu'en fait ces parcs sont en train de se spécifier énormément pour apporter chacun une chose particulière. Au-delà de la séquence loyer qui existera toujours, il y a aussi des structurations particulières du parc et des façons de travailler à l'intérieur qui sont spécifiques. Et alors la Défense là-dedans, qui était juste entre ces 2 parcs dont on a parlé via Ingrid et Camille, tu fais quoi? Pas facile. Oui, c'est une façon d'aborder le sujet qui me laisse beaucoup de champ, donc je vais essayer d'être court. Peut-être je voudrais vous communiquer quelques informations qu'on a reçues et qui me semblent assez intéressantes. Chaque année, on fait des sondages en fait sur 2000 personnes à peu près sur le quartier d'affaires pour essayer de déterminer les comportements, les points de satisfaction et d'insatisfaction. Et d'ailleurs, c'est ça qui sert à rémunérer plus ou moins nos salariés, c'est-à-dire que c'est l'incentive de l'équipe de Paris La Défense, c'est la qualité de l'accueil qu'on assure aux entreprises et à leurs salariés. Et moi, je trouvais assez intéressant de vous dire que il faut quand même relativiser la part du télétravail. Et je vais vous citer les chiffres là qu'on vient de recevoir. Et avec l'impact de la crise sanitaire, 56% nous indiquent qu'ils n'ont pas changé leurs habitudes par rapport à avant la crise sanitaire. Alors si une partie d'entre nos salariés ne sont pas font davantage de télétravail, en fait plus de la moitié font soit pas du tout de télétravail, ça représente 1 tiers des salariés parce qu'ils ont des emplois qui ne sont pas télétravaillables, et soit 20% d'entre eux exercent leur travail très très majoritairement au bureau et sont en télétravail moins d'1 fois par semaine, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par mois. Donc moi ce que je voulais remettre en perspective, c'est peut-être l'idée que
Certes, il y a la crise sanitaire, certes, il y a l'émergence de tiers-lieux qui, pour le coup, chez nous, sont bien ne sont pas des espaces de coworking, mais de corpo-working. Mais il y a une tendance qui était antérieure à la crise sanitaire, qui reste présente fortement, mais la crise sanitaire n'a pas complètement bouleversé le rapport des salariés et des entreprises au travail et à l'attachement qu'elles ont à disposer d'un lieu qui incarne la société et qui permet les interactions sociales et le travail collectif. Donc ça c'est quand même quelque chose que je voudrais mettre en perspective, même si nous ne sommes pas dans la même situation à La Défense que qu'en Seine-Saint-Denis, ni que évidemment dans le quartier central des affaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait enfin, peut-être juste une idée qui résume ce qu'on a cru comprendre des attentes des collaborateurs et des habitants, parce que La Défense, c'est 190 000 salariés, mais c'est aussi plus de 40 000 habitants, donc c'est quand même presque une petite préfecture de province, 45 000 étudiants, donc c'est quand même une population assez mixte. On ne peut pas résumer le quartier de La Défense à juste un quartier d'immeubles de grande hauteur tertiaire. Et quand on discute avec les patrons des boîtes, avec les investisseurs, avec les utilisateurs, ce qu'on croit comprendre des attentes aujourd'hui, c'est que ce qui est attendu, c'est que le lieu où on travaille soit un lieu mixte aux usages divers et où on va trouver un ensemble de services qui vont permettre aux salariés de s'amuser, de sortir, de faire ses courses, de se soigner, de faire du sport, d'avoir des échanges avec d'autres. Et que c'est un peu la carence historique, je veux dire, du quartier d'affaires de La Défense. Peut-être aussi, pour avoir travaillé aussi quelques longues années en Seine-Saint-Denis, la difficulté qu'on peut avoir dans les nouveaux quartiers, d'affaires tels qu'on a pu les construire sur la plaine Saint-Denis, c'est comment faire en sorte que, avec le développement de programmes immobiliers de bureaux, on puisse accompagner le programme immobilier d'un ensemble de services qui rendent le territoire désirable. Voilà, donc c'est vraiment principalement sur ça qu'on travaille sur le quartier de La Défense, avec un certain nombre d'actions de politique publique qui ressemblent d'ailleurs un peu à des actions, pour avoir aussi travaillé dans des villes moyennes, de villes moyennes qui recherchent à préserver la qualité dans leur centre-ville. C'est essayer de trouver cette alchimie qui va faire que on va avoir des terrasses en soirée, on va avoir des moments festifs. On organise par exemple 300 jours par an, il faut le savoir, sur la dalle de La Défense, il y a des animations, il y a le marché de Noël, il y a des expositions d'art contemporain, il y a un festival de jazz, il y a des expositions d'art contemporain permanentes et temporaires. Enfin, c'est un lieu de vie et c'est ça qui fait la qualité, je pense, de la désirabilité des territoires tertiaires. Je rebondis sur le propos de Camille sur la question des campus pour partager un doute. Je ne sais pas aujourd'hui si le campus répond à ces attentes-là. Juste une anecdote. Donc, vous savez qu'à La Défense, il y a plusieurs tours qui sont occupées par Total Énergie. Et que Total Energy voulait changer de siège parce que utilisant des tours plus tout à fait aux normes contemporaines. Donc c'est exactement le phénomène qui a été décrit. On ne peut pas rénover avec les occupants en place, donc on cherche un autre siège. Et donc ils ont consulté les salariés. Il y avait plusieurs sites en compétition, dont un campus vraiment de très très bon niveau, pas très excentré d'ailleurs, c'était très très proche de La Défense, à portée de RER. Les salariés ont voté massivement, pas pour le campus, mais pour réintégrer un immeuble de grande hauteur, de très très grande hauteur, puisque ce sera le plus grand, alors je ne sais pas de France, mais en tout cas du quartier d'affaires, avec plus de 240 mètres de haut, en plein cœur du quartier de La Défense. Donc
voilà, moi, je pense que ce qui fait aujourd'hui, c'est la qualité d'un bureau et le désir de retourner au bureau, c'est aussi, c'est bien sûr la qualité de l'immobilier, mais c'est aussi l'ensemble des services, l'accessibilité et les services qu'on va trouver tout autour de ce bureau. Et bon, à ce titre, je crois que la Défense a à la fois des atouts, mais aussi un déficit d'image assez fort sur lequel on essaye de travailler. Merci Thierry, j'ai juste une petite anecdote à te livrer parce que tu n'as pas cité le mot nature et dans la période Covid, tous ces grands bureaux sont liés aussi au fait que le circuit d'air n'est pas le circuit idéal. Et un des argumentaires assez étonnants de la tour que tu viens de citer, The Link, c'est vous serez tous à 32 secondes d'un espace vert. Oui. Est-ce que Alors, tu peux oui. juste commenter parce que on travaille avec toi et c'est passionnant et il y a cette question de la présence de la nature qui est un énorme sujet vu les valeurs foncières de la Défense et le peu d'espace dont on dispose. Et donc dans The Link, l'argumentaire, c'est pas 5 minutes, c'est 32 secondes d'un espace vert. Donc comment? Alors, ouais, bon, ça dépend de quel espace on parle, évidemment. Bon, ça fait 10 ans, hein, depuis la tour Majunga, que l'immeuble de grande hauteur avec l'ensemble des fenêtres fermées, le RIE en sous-sol, accessible directement par des tunnels depuis la gare RER, modèle est aujourd'hui largement décrié et dépassé. Donc, ça fait une dizaine d'années que les architectes et les constructeurs de tours de grande hauteur réfléchissent sur ce rapport à l'extérieur, avec donc je crois que c'est la première tour de la Défense qui s'y est livrée, c'est la tour Majunga avec des terrasses. Et ça devient un peu la norme aujourd'hui, c'est que Unibail a livré une tour il y a à peu près 2 ans, un an et demi, 2 ans, Trinity, où tous les 3 ou 4 étages, il y a un jardin, une terrasse, de la végétation, donc ce qui permet d'aller prendre l'air, d'aller fumer une cigarette pour ceux qui n'ont pas encore arrêté, ou simplement d'aller discuter avec ses collègues. Donc il y a ce rapport, enfin, la forme du bureau, la forme de la tour de grande hauteur évolue, la capacité de pouvoir passer d'un étage à un autre sans passer par les escaliers en coupe-feu, comme dans un immeuble haussmannien, j'allais dire, c'est des choses aussi qui se développent, voilà. Et effectivement, alors ça, c'est de la nature, mais c'est pas vraiment de la nature. Mais ça fait partie des sujets qui sont pris en compte aujourd'hui très très fortement. On reçoit des entreprises, hein. Ce qu'elles nous demandent en fait, c'est 2 choses. Principalement, quand je me suis dit, tiens, est-ce que j'irais bien à la Défense? C'est 2 choses. Ah, il paraît que vous êtes en train de faire un parc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc effectivement, on fait entre les 2 bassins, Agam et Takis, donc sur la partie de l'esplanade basse, côté Seine. Avec Michel Desvignes, on aménage un parc. Alors ça dépend qui compte, si c'est les forces de l'ordre ou les manifestants, mais entre 5 et 6 hectares d'espace. Monceau, c'est 8. Bon, ça donne un peu l'idée. Mais ça, c'est la première question. Nos salariés veulent de la verdure. La Défense, c'est quand même une grosse dalle. Qu'est-ce que vous avez prévu? Donc, on a prévu alors tout un tas de trucs, dont ce parc de Buteyko. Et le deuxième truc qui est fortement demandé par les chefs d'entreprise, c'est on a vu que vous aviez commencé à faire des restos et des terrasses. C'est sympa. Est-ce que vous avez prévu d'en faire encore plus? Parce que ça aussi, ça répond à une demande de salariés. Voilà, et donc ça résume assez bien finalement notre stratégie. On a une stratégie de nature en ville, d'exploiter tout ce qu'on peut, y compris sur dalle, on peut faire des choses extrêmement intéressantes, même si c'est pas de la pleine terre, avec une qualité de sol qui sera jamais aussi performante qu'un vrai sol. Mais n'empêche, on peut et on doit offrir ce service-là aussi. Pour moi, ça fait partie des services que l'on offre à nos utilisateurs. Je ne sais pas si je peux partager voilà, ce genre de choses. Donc, ça, c'est une action de préfiguration du parc. Donc,
ça fait partie de notre... alors, je passe à vélo, voilà. Donc ça, c'est les terrasses, les événements que l'on peut réaliser en fonction des saisons, exposition d'art contemporain, etc. En fait, donc, ça résume pour moi assez bien notre stratégie, c'est à la fois offrir du lien social, du service aux habitants et aussi une place pour la nature en ville, pour les modes doux et de pouvoir offrir des lieux de sociabilité. Voilà, ce que je peux vous dire d'autre. On a aussi un club avec tous les quartiers d'affaires du monde, enfin tous non, mais une vingtaine de quartiers d'affaires dans le monde. Pierre Gibbs, le DG, a été réélu haut la main président de cette structure. C'est le DG de PLD. C'est une tendance vraiment mondiale. Le fait que les quartiers d'affaires monofonctionnels sont tous en train de se poser la question de comment faire ville, comment transformer ce qui est déjà là, comment apporter de la nature, comment apporter de la mixité, comment faire en sorte qu'il y ait plus d'habitants qui se mêlent à la population salariée pour faire de ces morceaux de ville des lieux qui soient vivants 7 jours sur 7 et pas 24 heures sur 24, mais tout au long de la journée. Merci Thierry, c'est très intéressant. Et ce qui est absolument une question qu'on pourrait se poser, c'est Camille qui je pense, écoute, c'est pourquoi dans ceux qui s'installent en Seine-Saint-Denis, parce qu'il y a de la place, ne réserve pas de place aux espaces verts et à ces aménités que tu viens de décrire, puisque c'est bien une des caractéristiques de Plenco, c'est qu'il y a du déficit en espaces verts et en proximité, et en particulier dans les espaces de bureau. Donc voilà, je livre ça à la discussion. Nicolas ? Oui. Bonjour à tous. Non, alors Thierry a dit en fait l'essentiel, en fait, ce qu'on voit, le changement principal dans les bureaux. Nous en fait à Paris, on ne raisonne plus en termes de tours, tout ça. On raisonne depuis un certain temps en termes de quartier. Pourquoi on raisonne en termes de quartier? Parce que nécessairement, on voit bien que la demande, c'est des bureaux, mais aussi des services, des espaces verts. Donc en fait, il faut faire un mix, il faut faire un ensemble, et c'est ça qui en fait fait le choix sur une implantation ou pas quand il y a un choix, et fait le choix pour les salariés de se sentir bien ou pas. Alors moi, j'étais très intéressé par la présentation au début, parce qu'on se pose tous la question. On sent bien qu'il y a une mutation très forte, hein, on le sait tous, hein, écologique, numérique, sociale. On voit bien que la crise que l'on vit depuis 2 ans, c'est une accélération. Il n'y a pas eu un changement complet entre avant et après. C'est en fait, il y a des mutations qui étaient en cours. Hein, je parle bien justement espace vert, services nouveaux, tout ça c'était déjà là, et en fait la crise accélère les choses. Et sur l'immobilier, ça a accéléré un certain nombre de sujets. Le sujet de la proximité, le sujet du télétravail, le sujet de faire en effet d'autres choses au bureau que simplement venir travailler, repartir. Donc tous ces sujets-là, ils étaient présents avant. La question, c'est quelle est l'importance qu'en fait, s'ils vont prendre dans les années futures. Donc, si on prend par exemple le télétravail, qui est une question importante, donc nous, on a la chance à Paris d'avoir des agents nombreux, ce qui nous fait un panel important. Donc, en fait, on a travaillé beaucoup ça, et ce qu'on voit, c'est que sur nos 52 000 agents, en fait, il y en a les 4/5e qui ne sont pas en poste, qui sont en télétravail. Donc, en fait, quand on parle de télétravail, c'est seulement une minorité. Et dans cette minorité, mais ça a été très bien dit, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fait, le souhait, c'est pas d'être en télétravail 5 jours, le souhait, c'est d'être en télétravail 1 jour ou 2. En fait, nous, on est plutôt à 2 jours, c'est l'accord que l'on a signé avec les représentations syndicales. On est vraiment dans cette optique-là et on part là-dessus. Et en fait, on pense que c'est à peu près le souhait, et je vois que l'enquête que l'on a vue au début va à peu près dans ce sens-là. On va plutôt donc sur un travail qui serait d'abord au bureau, essentiellement au bureau, mais pour une minorité, pour quelques jours, il y aura ce travail, soit alors
à la maison, soit, et c'est la seconde chose que l'on regarde de près, c'est parce qu'on dit beaucoup que les salariés, enfin que les ménages, mais les salariés aussi souhaitent quitter Paris. Et en fait, quand on regarde exactement, c'est très très faible, c'est lié à des cadres qui ont la chance d'avoir des endroits où ils peuvent aller, enfin voilà, donc ça, et en fait on ne voit pas ce départ, au contraire ce qu'on voit, et ça a été très bien dit aussi dans l'enquête, c'est qu'il y a toujours une appétence extrêmement forte sur les bureaux à Paris. Et Nicolas, oui, pardon. Excuse-moi, est-ce que tu peux, par rapport à cette appétence extrêmement forte, et pour élargir un peu la discussion, parler un peu du secteur de la gare de Lyon, par exemple, qui est un secteur hybride, ouais, parce que Ingrid nous a beaucoup parlé du QCA. Je me permets de dire qu'entre le quartier des affaires de la Défense et le quartier central des affaires à Paris, il y a cette lettre C qui indique bien que dans le QCA, on a une mixité très forte qu'on n'a pas dans le quartier d'affaires, et ce que Thierry est en train de fabriquer, si je puis dire. Mais le secteur de la gare de Lyon, qui est hybride, comment on fait? Et puis peut-être nous parler un peu de ce que ça veut dire le développement durable dans tout ça, parce que personne n'en a dit un mot. Or, si on veut faire une ville durable, il faut faire moins de mètres carrés, donc utiliser plus. Et tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'en gros, on utilisait différemment, mais pas vraiment ni plus ni moins. Oui, en fait, non, mais justement, c'est un peu… donc j'arrivais à ça. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que les salariés et les ménages, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne le souhaitent, c'est pas nécessairement partir. Ceux qui souhaitent, c'est une ville de proximité. C'est pour ça que Paris, vous savez, défend la notion de ville du… Alors, quart d'heure, qui est une ville pour les habitants, qui est un concept au niveau habitant, mais qui est un concept aussi au niveau des salariés, puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on trouve sur place l'ensemble des services. Donc, si on prend l'exemple que tu me pousses, mais ça te tombe bien parce que je comptais en parler, l'exemple des messageries, donc la gare de Lyon-Daumesnil, ce qu'on voit bien, c'est qu'on est en train de créer un quartier d'affaires nouveau qui en fait mixe tout, puisqu'on aura un jardin au milieu, un hectare entier, on aura un certain nombre de services qui seront mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a changé le projet au départ. Le projet au départ était beaucoup plus minéral, avec beaucoup moins de services. Et donc là, on l'a changé de façon à avoir beaucoup plus de pleine terre, donc on va y venir sur le développement durable, beaucoup plus de services en bas, que ce soit des restaurants, des services recyclerie, services pour les mobilités douces, voilà, tout cet ensemble-là, de façon à ce que les salariés trouvent dans un espace, trouvent l'ensemble de ce qu'on souhaite maintenant dans une grande ville et dans un espace de bureau. Et c'est ça qui est un changement et qui fait, je pense, l'appétence qui reste et qui va rester sur travailler à Paris, et non pas seulement dans le quartier centre, parce qu'en effet, là, on sait bien que les grandes entreprises, que les grands sièges sociaux souhaitent rester dans le centre, mais en fait, on s'aperçoit que ça marche aussi très bien dans des quartiers plus périphériques, où les grands aménagements à Paris, ils sont, alors ici, que ce soit le 18e, le 19e, le 20e, le 12e et le 13e, en fait, les grands aménagements, ils sont là, ceux qui sont en cours et ceux qui sont futurs, et ils sont faits dans cette idée de vraiment mixer la ville, le bureau, de façon à ce que chacun y puisse venir dans ses bureaux avec plaisir. Et donc, ça crée cette ville durable, dont Dominique parlait, cette ville durable qui est en fait dans une mixité où on n'a pas d'un côté des quartiers dortoirs, de l'autre côté des quartiers d'affaires, on a l'ensemble, on a tout sur place et on peut travailler au plus près de chez soi et en tout cas trouver, si l'on se déplace, parce qu'on se déplace aussi à Paris beaucoup et puis à Paris aussi avec la Seine-Saint-Denis ou d'autres départements autour, mais que si on se déplace, qu'on trouve aussi dans son quartier où l'on travaille un certain nombre de services, je vous dis, qui peuvent être de la mobilité, qui peuvent être du sport et surtout qui peuvent être des espaces verts. Et ça, c'est la ville durable que l'on cherche à construire. Voilà. Merci Nicolas.
Je ne vois pas de questions, donc Ingrid peut-être. Moi, j'ai quelques remarques à apporter. Je pense qu'on parle de beaucoup de choses et pas forcément de la même chose. Donc, le bureau revêt beaucoup de caractéristiques. Aujourd'hui, la définition du bureau, on ne sait plus trop ce que c'est. Alors, déjà, il y avait pas de définition du bureau. On va dire que c'est un lieu qui rassemble des personnes qui traitent de l'information en général ou de l'administration des entreprises. Aujourd'hui, le bureau, les tiers-lieux deviennent des bureaux. On a parlé avec Camille tout à l'heure de la notion de campus, également à Saint-Denis, mais également la Défense. Donc, on voit bien que des bureaux, ça peut être des IGH, ça peut être des grands campus, et ça peut être à Paris, dans le cadre de la ville de quart d'heure, des tiers-lieux. Alors, moi, je pense que c'est pas du tout la même chose. On parle pas de la même chose. Alors, moi, l'objectif, c'était de travailler sur Paris. Donc, sur Paris, moi, je tire quand même le signal d'alarme. Hein. C'est que, évidemment, qu'on a tous envie de quartiers mixtes et c'est nécessaire aujourd'hui, c'est nécessaire à la Défense et ça devrait être nécessaire également à Saint-Denis. Ça l'est déjà à Paris. On le voit bien dans l'enquête, les employés qui travaillent à Paris sont pas forcément des Parisiens. Et là, quand on parle de on va travailler à côté de chez soi, c'est utopique. Hein. La réalité, c'est pas celle-ci. Ceux qui travaillent à Paris sont pas ce sont pas forcément des Parisiens. Et donc, on le voit, nous, dans l'enquête, c'est qu'ils ont envie d'aller travailler au bureau parce qu'ils ont envie d'aller vers Paris. Par contre, ils ont aussi le télétravail, ça c'est important, et vous l'avez mentionné, n'est pas forcément aujourd'hui si bien plébiscité. Il va changer de toute façon dans la nature, parce que dans la nature du télétravail, parce qu'on voit bien de plus en plus de pays qui n'appliquent plus le télétravail à la maison, mais le télétravail dans des tiers-lieux, pour plusieurs raisons. Déjà, d'un point de vue écologique et même développement durable. Aujourd'hui, on sait que le parc est obsolète. Donc, favoriser le travail dans des maisons ou dans des habitats qui sont obsolètes et qui sont des épaves thermiques, c'est accroître l'empreinte écologique. Donc, c'est très embarrassant par rapport à ça. Concernant, je suis désolée, ça tombe mal, concernant les tiers-lieux, je pense qu'il y en a 3 à Paris. Et justement, on voit bien qu'il y a un besoin important des entreprises d'avoir des bureaux, des vrais bureaux et pas que des tiers-lieux. Et vraiment, je suis désolée, je suis perturbée là par des aboiements. Je pense il faut vraiment que vous le voyez, ces tiers-lieux aujourd'hui ne correspondent pas forcément aux besoins des entreprises et aux besoins des salariés. Oui, des cadres, mais est-ce qu'on veut vraiment que Paris devienne la ville des cadres? Alors, je coupe le micro. Oui, je vais me permettre de réagir et je pense que tout le monde va vouloir réagir. Je voudrais juste dire une toute petite chose. On va publier en début de semaine prochaine l'atlas de mise à jour des lieux d'innovation dans lequel il y a une partie qui sont les tiers-lieux, mais en fait, on en avait documenté 250 en 2016. On va arriver à plus de 1000 documentés là en 2021. Et là-dedans, on voit bien que on a moins documenté le coworking que le flex office, qui fait partie des choses, mais surtout, on s'est attaché à ne documenter que des lieux dans lesquels il y a du soutien à l'entrepreneuriat. Et que quelque part, nous, on pense, et j'aimerais bien vous entendre les uns et les autres, que au-delà du bistrot, de la place de la nature et de tout un tas de choses qui semblent importantes, il y a aussi l'idée de donner de la place à d'autres formes de travail. On a beaucoup parlé des emplois de bureau, mais en fait, l'autre moitié des emplois ne sont pas des emplois de bureau. On a les emplois de service, on a parlé des travailleurs clés, des travailleurs essentiels, etc., qui ont peut-être aussi besoin de temps en temps de se retrouver dans un espace de la forme d'un bureau, pour de la formation, pour avoir aussi des lieux de rencontre et qui ne soient pas uniquement le vestiaire où on se change, le RIE, la cantine, etc. Donc, nous, notre interrogation, et je la livre à Camille et Thierry, et Ingrid, on t'a bien entendu sur le sujet. C'est vrai que Paris est très bien doté, donc la question est un peu particulière, on va dire. C'est est-ce qu'on peut glisser des choses les unes dans les autres et comment est-ce qu'on peut faire varier les valeurs économiques pour que ces glissements puissent exister. La valeur d'un espace vert en Seine-Saint-Denis, on n'en voit pas beaucoup des espaces verts programmés et pour autant, on voit que dès qu'on arrive à la Défense, quand les valeurs sont plus importantes, ils sont hyper plébiscités et je ne parle pas de Paris où en fin de compte, si on demandait à n'importe qui demain entre 1 mètre carré d'espace vert, 1 mètre carré de bureau, qu'est-ce que tu veux ? Pour augmenter ta valeur, n'importe quel investisseur dira 1 mètre carré d'espace vert, se réservant le fait de pouvoir construire 100 mètres carrés à côté de l'espace vert. Voilà. Et ça, il ne le dira pas. Donc Thierry, Camille, Nicolas, je ne sais pas si vous voulez réagir. Peut-être juste rapidement pour défendre un tout petit peu la Seine-Saint-Denis et ses espaces verts, et aussi parce qu'on en avait parlé avec Stéphanie, il y a dans les lieux de rencontre très intéressants qu'on trouve sur la plaine Saint-Denis,
entre la gare du RER et le campus SNCF, ex-site SFR, il y a une espèce de plaine que vous connaissez sans doute, où il y a notamment un espace de basketball et qui fonctionne extrêmement bien comme un lieu qui, à toute heure du jour ou de la nuit, vous avez des gens qui jouent au basket, des gens qui mangent des sandwichs, et en fonction des horaires, c'est soit des salariés, soit des habitants, parce qu'il y a quand même aussi des logements dans ces espaces-là. Et donc, pour dire que ça se joue, à mon avis, à une échelle assez fine, ce que tu vises. Et cette échelle assez fine, c'est rarement l'échelle de l'investisseur, c'est rarement l'échelle du promoteur, c'est même pas toujours l'échelle de l'aménageur. Et donc, c'est là où il faut être très vigilant sur cette façon, cette perméabilité. Et moi, je m'interroge, je ne suis pas en contestation du projet de campus ou quoi, mais je m'interroge justement sur la façon dont on essaie d'hybrider les activités. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui évoluent effectivement vers une forme de management qui tire vers le management de projet et qui apparente les formes d'emploi, non plus à des emplois salariés dans une hiérarchie très stable, mais au contraire sur des formes de salariat type intermittence, où on travaille au projet, et ça c'est pas mal documenté par la sociologie contemporaine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aussi une forme de travail sans doute moins répétitive et qui peut chercher une interaction avec des écosystèmes pour porter des projets. On le voit à chaque fois qu'il est question de porter un projet innovant en interne avec une forme de transversalité, on cherche un plateau projet en dehors des espaces classiques de travail. Donc ça veut dire que l'innovation, elle peut aussi se faire dans ce type de lieu que tu évoques, Dominique. Et il y a beaucoup de projets qui visent précisément à ce que la grande entreprise se déplace ponctuellement, de temps en temps, pour aller se confronter à d'autres et dans un espace différent. La Cité Fertile à Pantin, c'est un peu ce pari-là aussi qui a été joué et dont on pourrait réfléchir à des formes de pérennisation de ce forme de projet. Après, la question, voilà, que le tiers-lieu ne devienne pas le prétexte à un RIE géant. Voilà, c'est pour ça que je dis que ça se joue finalement assez finement et que c'est des vraies questions de programmation. Thierry, je te vois. Oui, alors la question de l'échelle, elle est première. En fait, on essaye de réfléchir à toutes les échelles. L'échelle du programme immobilier, comme on le disait tout à l'heure, les petites terrasses, le rooftop. Il y a ce qu'on a repéré à la Défense, je parle de la végétation et de la nature, c'est qu'il y a des petites choses spontanées qui arrivent à se faufiler malgré tout entre deux bretelles d'autoroute. Donc ça, c'est des choses qui sont pas sans valeur et qu'on essaye d'identifier, de détecter à chaque fois qu'il y a 3 arbres qui ont réussi à survivre. Donc ça a l'air de rien, mais c'est la nature des discussions qu'on a souvent avec les collectivités. C'est comment est-ce qu'on peut, dans cette nature informelle qui a réussi à se glisser dans un quartier très minéralisé, comment est-ce qu'on peut préserver ça? Ce qui n'est pas très connu, c'est qu'on a des marges de manœuvre et on a des choses assez rigolotes. Par exemple, on a 3 jardins partagés dans la Défense avec des gens qui viennent cultiver des fraises, des légumes, etc. Donc il faut connaître. Mais d'ailleurs, je vous invite, si ça le cœur vous en dit, à venir parcourir ces petits lieux de surprise assez inattendus. Il y a des espaces naturels très proches, qui sont très peu fréquentés. C'est comment est-ce qu'on arrive à connecter un lieu minéral par construction, parce que c'est quand même là pour le coup un vrai paquebot de béton, mais il y a des espaces naturels juste à côté. Il y a une île sur la Seine où on n'est pas capable d'accéder dans des conditions de sécurité. Là, on travaille avec les villes de Neuilly et de Courbevoie pour essayer de trouver un moyen de franchir la Seine, d'accéder à la Seine, d'accéder à ces berges. Il y a le parc Malraux qui est juste à côté. Donc le travail doit être à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la façon dont le quartier est connecté avec son environnement. Nous, on n'est pas dans l'arbitrage, faut-il préserver la nature ou développer des bureaux? On est dans fromage et dessert. Il faut à la fois, il faut les deux. Et quand j'entends, et ça me réjouit, non seulement en tant qu'habitant, résident parisien du quartier central des Affaires, mais en tant que gestionnaire du quartier de la Défense,
le besoin, on doit répondre à ce besoin des entreprises et tout ne peut pas se faire à Paris. Donc, l'échelle, elle est aussi métropolitaine. Elle doit être à la Défense, elle doit être dans le Val-de-Marne, elle doit être en Seine-Saint-Denis, où les différentes polarités. Paris ne répondra pas seul à cette demande. Ou alors, ça va produire d'autres phénomènes avec d'autres externalités négatives. C'est ce qu'on ne veut pas par ailleurs, c'est-à-dire l'étalement urbain, la réponse dans des zones de deuxième, troisième couronne où avec de la consommation de foncier naturel, agricole, boisé. Donc, je pense qu'il y a quelque part un sort commun du territoire métropolitain et que chacun doit trouver sa place dans la réponse à ce besoin qui reste fondamental de nos entreprises, d'avoir des lieux où se retrouver, des lieux où travailler, de se confronter les uns les autres et de vivre leur vie de citoyens salariés dans un espace urbain qui apporte un certain nombre de services. Merci. Peut-être, il nous reste 5-7 minutes. J'allais vous dire Nicolas, et puis à la suite Camille, Thierry, et puis Ingrid, peut-être pour conclure, parce que je ne vois pas de questions. J'avais envie de vous dire, on a 7 millions de mètres carrés de bureaux programmés dans l'ensemble des opérations d'aménagement suffisamment avancées pour qu'on puisse considérer qu'en fait, ils sont susceptibles d'être réalisés dans les 10 prochaines années dans le territoire métropolitain. Donc, à l'intérieur de cette conurbation dont Thierry vient de parler. Je reste vraiment à l'intérieur. C'est une autre chose quand on prend, par exemple, l'entièreté des gares du réseau du Grand Paris Express, où on a des territoires qui sont affectés bureaux, qui sont liés aux aéroports, par exemple, ou Saclay, que je ne mets pas dans ces 7 millions. Donc, je suis vraiment à l'intérieur du dispositif. On les construit pas. Donc, chacun, je vous demande de réagir. On continue à travailler au bureau, on fait d'autres choses. Le bureau a été inventé, je dirais, d'une certaine façon. Donc là, Ingrid pourrait en parler longtemps. Nicolas, puis peut-être Camille, Thierry et Ingrid pour conclure dans les 5 minutes qui nous restent, ou toute autre chose. En tout cas, c'est passionnant de vous écouter, donc on pourrait continuer pendant 3 heures. On pourrait continuer longtemps. Non, je voudrais juste réagir sur la ville des cadres, hein, parce que bon, c'est un peu le sujet. Non, justement, ce qu'on cherche à faire, c'est une ville mixte, c'est la ville de la mixité. Et donc, pour reprendre ce qu'on vient de dire, les 7 millions de mètres carrés, l'idée, c'est pas qu'ils soient que pour des cadres ou que pour des bureaux et tout ça. Nous, ce qu'on cherche à faire de plus en plus, c'est dans nos mètres carrés qu'on puisse mettre de plus en plus les entrepreneurs, qu'on puisse mettre de plus en plus ce qu'on appelle le fabriqué à Paris, qui est un programme très important, c'est-à-dire on pense qu'il y a de plus en plus de productions qui peuvent se faire dans une métropole et dans un centre de métropole. Et donc, je vous dis par exemple, ce qui est très intéressant, c'est que les 2 immeubles qu'on vient de sortir il n'y a pas très longtemps, eh bien, il y en a un qui a une vocation sur l'économie sociale et solidaire, ce qui montre bien que ce n'est pas un immeuble de bureau classique, et l'autre, c'est même sur l'agriculture urbaine, et donc on voit bien qu'on est pour essayer que vraiment qu'il y ait une mixité, qu'il y ait des différences et que l'ensemble des entrepreneurs et des salariés au sens large puissent se retrouver dans une grande métropole. Ça me fait penser à Romainville qui a utilisé le fait que les bâtiments agricoles n'obéissaient pas aux règles des PLU pour construire une serre qui ne respecte aucun des règlements d'urbanisme de la ville et qui pour autant a construit sa serre agricole. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie on la met, mais c'est un immeuble de bureau de salade, mais voilà. Camille, peut-être, Thierry? Moi, j'aurais un éclairage peut-être aussi spécifique. Moi, je pense que c'est pour avoir travaillé dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui, ce qui commande quand même largement les choix, c'est les entreprises. Et qui sont dirigées, enfin qui sont téléguidées par les attentes des salariés et leur capacité à embaucher, à embaucher. Les mètres carrés ne se feront pas tous. Les mètres carrés qui vont se faire, c'est ceux pour lesquels les utilisateurs vont exprimer une demande
Et ce que je dis depuis plusieurs années, mais notamment dans le Val-de-Marne, où j'ai passé mon temps à essayer de commercialiser des bureaux pour des utilisateurs qui ne venaient pas, c'est que ce qu'on est en train de vivre, c'est une suroffre de bureaux à l'échelle métropolitaine, et que la tendance va être à la polarisation, il me semble, et ceux des mètres carrés qui vont se faire, ce sont ceux qui vont répondre le plus aux besoins des entreprises, à la fois dans leur localisation, leur accessibilité, critère number one, et la qualité immobilière, plus ce qu'on vient de se dire sur les services apportés et le cadre offert au pied de la tour ou du bureau. Voilà, donc tout ne va pas se faire, je pense. Merci. Peut-être pour rebondir, effectivement, tout ne va pas se faire et on peut l'espérer d'ailleurs que tout ne se fasse pas en termes de volume et de reconversion du stock aussi existant. Je pense que ça, c'est un point important. Et je crois qu'effectivement, l'intérêt de l'étude d'Ingrid Napichulet, c'est aussi de montrer, les attentes des salariés et aussi de se poser la question de tous les salariés, ce qui a été dit. Et je pense que très souvent, et aujourd'hui, il y a une vraie bataille des entreprises à attirer les jeunes talents, parce que les générations qui viennent auraient probablement plutôt l'envie d'habiter dans l'Est de Paris. Donc, on arrive du coup à sortir des bureaux comme on le fait par exemple avec Novaxia, Porte de Bagnolet, le Wonder Building. On ne l'aurait pas fait il y a 10 ans, aujourd'hui on le fait au motif aussi que les jeunes générations souhaiteraient s'implanter plutôt dans l'Est que dans l'Ouest, par exemple. Il y a un peu une bataille là-dessus. Maintenant, la question, c'est aussi tous les salariés. Tous les salariés n'habitent pas Paris intramuros, des salariés habitent bien plus loin. Et la question qui se pose quand même à nous demain, c'est que demain, il y a les gares du Grand Paris Express. Et j'ai fait l'exercice, parce que j'étais hier à Clichy-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Paris 13e, 1 heure, Clichy-sous-Bois, Paris 13e en transport en commun, 1 heure. Et demain, puisque les applis vous montrent ce qu'il en sera avec le Grand Paris Express, Paris-Clichy-sous-Bois après-demain, 1 heure pareil. En revanche, le vrai sujet, c'est que demain, Clichy-sous-Bois, Pleyel, là où aujourd'hui vous metteriez 1h30, demain vous mettrez 40 minutes. Je ne sais pas si les chiffres sont justes, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Et du coup, c'est ça qui va changer. D'où l'intérêt quand même de se poser la question du bureau aussi à proximité des classes moyennes et des classes moyennes qui sont susceptibles non seulement de travailler, mais aussi de nettoyer, d'entretenir et de faire que les bureaux sont dans un état de maintenance qualitatif. Et c'est un peu la même problématique que celle du logement, où loger les travailleurs clés de la ville, ceux qui la font vivre, c'est un enjeu essentiel. Et répondre aussi aux besoins d'implantation peut-être de ceux qui ne sont pas les décideurs dans l'entreprise, ça peut aussi peut-être avoir du sens et je pense que ça l'aura de plus en plus si on ne veut pas que les populations s'éloignent de plus en plus du centre-ville. Merci beaucoup Camille. Alors Ingrid. Je voudrais juste rappeler que l'objectif de l'étude c'était sur Paris quand même, donc Paris intramuros, donc et de montrer justement qu'on a là un marché pratiquement atypique, je dirais, dans le Grand Paris. Il faut pas l'oublier. Et moi je dirais juste quelques signaux d'alarme qui sont quoi bien évidemment, il faut une mixité. Je pense que on en a beaucoup parlé, c'est nécessaire. Mais je tiens juste à rappeler que Paris doit rester une ville de bureaux et non pas une ville de tiers-lieu, comme aujourd'hui c'est devenu. Et ça c'est très important parce que c'est dans l'air du temps. Et oui, en effet, Camille a raison, il faut développer des tiers-lieux en Seine-Saint-Denis, il faut développer des tiers-lieux à la Défense. On voit bien que la demande elle est là, mais quand on regarde la demande à Paris, elle n'est pas celle de tiers-lieux. Elle est en fait à défaut, c'est-à-dire que il n'y a pas d'autre espace que les entreprises sont obligées aujourd'hui de louer, d'acheter des prestations de services de corpo working dans des tiers-lieux qui coûtent une fortune et qui, à terme, va être déstabilisante pour tous. Mais si on regarde maintenant les usagers, ce qui était à notre étude, ils veulent, justement, ceux qui travaillent à Paris souhaitent continuer à travailler à Paris, souhaitent moins de télétravail et éventuellement souhaitent des tiers-lieux dans les lieux de résidence où ils habitent. Et ils n'habitent pas à Paris. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Nicolas Bouillant, c'est que oui, mais tout le monde n'habite pas à Paris. Donc, ça, c'est ça. Et pour moi, vraiment, et c'est important de tirer ces signaux d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'espaces de téléworking qui deviennent du corpo-working, de coworking qui deviennent des espaces de corpo-working, parce que c'est la demande des entreprises. Mais c'est dangereux dans l'équilibre du marché et dans la structure du marché parisien. Je n'ai pas parlé de Saint-Denis ni de la Défense, bien évidemment, qui sont des marchés satellites et qui sont complémentaires. Voilà.
Mais c'était, écoutez, merci beaucoup parce que en tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et c'était extrêmement clair et merci à tous d'avoir joué le jeu avec votre niveau je dirais, de professionnalisme qui est impressionnant. Et je voulais remercier, vous savez, un peu comme on fait à la radio, tous ceux grâce auxquels cette séance a pu avoir lieu. Donc, je vais en oublier, mais il y a Juliette qu'on voit à l'écran, il y a Emmanuel Faure, il y a Muriel Robert. Je pense que j'en oublie, Stéphanie, tu me diras ceux que j'oublie, Émilie Moreau, qui elle est la copilote de l'Observatoire de l'économie. Merci encore pour les échanges d'aujourd'hui et puis bonne fête et à bientôt.